Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire proposé par la Fondation UNIT en partenariat avec Centrinfo. Selon la commission des titres d'ingénieurs, l'approche par compétences est aujourd'hui devenue incontournable pour les études d'ingénieurs. Pourquoi cette approche est-elle devenue nécessaire? Comment la mettre en œuvre? C'est ce que nous allons voir avec nos invités que je vous présente tout de suite. Pour commencer, Valérie Elouin, bonjour. Bonjour. Vous êtes consultante senior en ingénierie et politique de formation à Centrinfo. En face de vous, Hamid Benhamed, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur, alors directeur du département mécatronique au sein de l'École normale supérieure de Rennes. J'ai tout bien dit. Tout à fait. Ensuite, Yvan Pigeonnat, bonjour. Bonjour. Vous êtes expert approche par compétence de la commission des titres d'ingénieur, la fameuse CTI, comme on dit, et vous êtes conseiller pédagogique au sein de l'équipe Perform de Grenoble INP. C'est ça. Et dernier invité, Vincent Beivert, bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué général de la Fondation UNIT, organisatrice de ce webinaire. Je vous rappelle que ce webinaire est interactif, que vous pouvez poser vos questions à tous ces spécialistes autour de la table en allant dans le chat qui est à droite de votre écran. Nous aurons le loisir de répondre au fur et à mesure à vos questions, mais sachez qu'en fin d'émission, pendant 20 minutes, nous répondrons uniquement à celles-ci. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, il faut rappeler les enjeux de cette approche par compétence. Alors, Yvan Pigeonnat, pourquoi cette approche par compétence est-elle aujourd'hui nécessaire, voire obligatoire ? Alors c'est vraiment une bonne question parce qu'effectivement, il y a pas mal de gens qui doutent de l'intérêt de cette chose-là. Alors la première chose, c'est que les tutelles le demandent. Mais les tutelles, est-ce qu'elles ont vraiment raison d'aller vers ça ? La deuxième chose, c'est que souvent, on met en avant une meilleure employabilité des diplômés. Mais là, pour les écoles d'ingénieurs, l'employabilité, elle est déjà excellente. Les employeurs sont déjà très satisfaits. Donc c'est un levier qui est particulièrement inopérant dans le contexte ingénieur. Après, un autre levier qui est souvent mis en avant, c'est parce que ça me permet un meilleur engagement des étudiants dans leur formation. Et c'est vrai que de temps en temps, les écoles ont tendance à penser qu'après les années de prépa notamment, il y a un petit relâchement des étudiants. Et donc, si effectivement ça permettait ça, ce serait intéressant. Alors, ça le permet, mais pour moi, ce n'est pas le cœur du sujet. Moi, quand j'essaie de convaincre une équipe d'y aller, je leur donne un exemple, et d'ailleurs cet exemple on s'en sert aussi pour les étudiants, pour les convaincre que c'est important d'y aller. Ils sortent la plupart des classes prépa, donc ils ont eu des maths et de la physique à haute dose, donc on ne peut pas douter du fait qu'ils maîtrisent les basiques de l'électricité du genre U égale RI, ou bien P égale UI, ou encore l'effet Joule. Là on ne peut pas en douter, c'est sûr. Et on les met devant cette situation authentique, nos étudiants. On leur dit, vous aviez votre batterie, vous avez laissé les phares, elle était toute déchargée. Alors bien sûr, quand vous l'avez démontée, vous ne preniez aucun risque, elle était morte. Vous l'avez chargée toute la nuit, maintenant elle est bien chargée. Donc la question c'est, est-ce que vous prenez un risque en mettant votre batterie sur votre voiture ? Sachant que les deux risques que vous avez identifiés, c'est d'une part de toucher l'Écosse avec vos mains, et puis éventuellement en boulonnant que la clé métallique touche les deux cosses. Et alors on leur donne tout, on leur donne la résistance de la clé, la résistance du corps humain, tout ce qui va bien, ils ont toutes les données de la batterie, etc. Et on leur demande, est-ce que vous pensez qu'il y a un risque ? Alors ce qui est rigolo, c'est qu'on a à peu près un tiers des étudiants qui pensent qu'il y a un risque, un tiers des étudiants qui pensent qu'il n'y a pas de risque, un tiers des étudiants qui ne savent pas. Et après on leur pose une autre question, d'après vous, s'il y a un risque, c'est lequel ? Est-ce que c'est de s'électrocuter ou de se brûler ? Et alors ce qui est rigolo, c'est que là on est à peu près 50-50, moitié qui pense de s'électrocuter, moitié qui pense que c'est de se brûler. Et derrière, on leur fait la démo, c'est-à-dire qu'on prend une batterie, on montre qu'elle est bien chargée en branchant une ampoule dessus, et puis on touche la batterie à pleine main, et on voit bien qu'il y avait du coup pas de risque de s'électrocuter. Puis après, on met un petit fil de fer entre les deux cosses, et puis le fil de fer, il est incandescent au bout de 3 secondes. Donc ça, c'est pour les marquer, et puis derrière, on leur dit, mais regardez, si vous mobilisez U égale RI, P égale UI, avec les données que vous aviez, que vous mobilisez ce que vous connaissez sur l'effet Joule, c'était évident avec la puissance que vous obteniez qu'il y avait un risque de se brûler si la clé touchait. Pouviez-vous demander si l'intensité que vous obteniez, si vous touchiez les cosses avec les deux mains, était suffisante pour vous électrocuter ou pas ? Ça, c'est quelque chose que vous avez probablement vu au collège, etc. Mais là, on pouvait légitimement penser que vous aviez oublié ces choses-là, donc peut-être qu'il aurait fallu aller chercher cette chose-là. Et donc, vous voyez, l'idée, c'est ça, c'est de voir que malgré toutes les bonnes intentions des profs de prépa qui leur ont enseigné toutes ces notions très importantes en électricité, et bien dans une vraie situation de la vraie vie, il y en a la plupart qui ne mobilisent pas ces savoirs. Donc c'est vraiment ça le cœur de l'intérêt, c'est de faire en sorte que tous ces savoirs qu'ils ont acquis,
ils soient réellement mobilisables en dehors du contexte scolaire dans des vraies situations, que ce soit les situations de la vie professionnelle ou bien de leur quotidien. C'est ça, l'approche par compétences. Mais est-ce que c'est une vraie révolution pour les écoles d'ingénieurs? Alors, oui et non. Non, en ce sens qu'il y a déjà dans les cursus ingénieurs énormément de ce qu'on appelle des mises en situation authentiques, c'est-à-dire des projets, des stages, des bureaux d'études, des séquences de TP, ce genre de choses. Donc on a un contexte beaucoup plus favorable que par exemple en licence. En licence, c'est un peu plus compliqué parce que très souvent, on est très très loin du métier, on est très très loin de la professionnalisation. Et donc le contexte dans l'école d'ingénieurs est quand même beaucoup plus favorable. Mais néanmoins, il y a quand même cet intérêt à se dire que on donne plus de poids aux mises en situation authentiques et quelque part, on permet aussi de conscientiser les compétences développées chez les apprenants. Et normalement, cette conscientisation, elle passe aussi par une phase de réflexivité. Et ça, c'est quelque chose, à mon avis, on a beaucoup à progresser en termes d'ingénieurs, parce que moi qui forme les doctorants du site de Grenoble aux questions de pédagogie, quand on leur parle de réflexivité, on se rend compte que les doctorants qui viennent d'écoles d'ingénieurs sont ceux qui ont, on va dire, le moins de connaissances sur ce que c'est qu'être réflexif. Parce que né dans le guidon pendant la prépa, né dans le guidon en école d'ingénieurs, le côté réflexif est beaucoup moins présent que, par exemple, les doctorants en sciences humaines. D'accord. Mais il y a des passages obligés pour réussir cette transition vers l'approche de compétences au niveau des écoles d'ingénieurs Oui, il y a clairement des passages obligés. Déjà, le premier, c'est d'établir le référentiel. Et puis, une fois qu'on a établi le référentiel de compétences auquel on veut former les apprenants, il faut évaluer les compétences. Et ça, c'est quelque chose, à la limite, il y a 10 ans, évaluer les compétences, on ne savait pas trop comment faire, on n'avait pas de méthodologie robuste. Maintenant, on a des méthodologies qui sont assez robustes et qui permettent de faire ça sans rentrer dans des usines à gaz. Et donc, je dirais que c'est un problème d'alignement pédagogique. Si on définit les compétences qu'on vise en fin de cursus, il faut d'une part évaluer que les étudiants ont les diplômes bien sur le fait qu'ils aient atteint ces niveaux de développement des compétences. Et puis au milieu, faut mettre en place ce qui va bien, c'est-à-dire il faut qu'il y ait des situations authentiques. Normalement, on en a déjà plein, comme je l'ai dit, entre les bureaux d'études, les stages, les projets, etc. Mais l'idée, c'est qu'il faut les évaluer en termes de compétences, du coup. Oui, mais il y a un travail énorme qui est à faire au niveau des écoles, j'imagine. Alors, le travail, il est surtout en termes de formalisation du référentiel de compétences, parce que l'idée, c'est que si on le formalise bien en amont, on aura fait énormément de travail, puisqu'on aura déjà prévu dans la façon dont on formalise le référentiel de compétences, à la fois les niveaux de développement intermédiaire de la compétence au fil des ans, et la façon dont on va évaluer les étudiants. Donc le gros du travail, il est là-dedans. Et puis après, bien sûr, il y a quand même un petit peu de travail en termes de comment est-ce qu'on fait pour évaluer des compétences. Il faut une appropriation du corps enseignant sur ces dimensions-là. Donc là, je pense qu'il y aura beaucoup de questions autour de ce thème tout à l'heure. Valérie Elouin, je me retourne vers vous, là, parce que vous êtes consultante en ingénierie et en politique de formation. Là, ceux qui le suivent, ils se posent la question, comment concrètement on passe à l'approche par compétences? Voilà, quand on a une formation qui est inscrite au RNCP, comment on la présente aujourd'hui? C'est votre métier, c'est vous accompagner des écoles d'ingénieurs. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, leur dire sur la pratique et ce qu'il faut mettre en œuvre aujourd'hui pour arriver à l'approche par compétences? Alors oui, l'approche compétences en certification, elle va se rapprocher de ce que disait M. Pigeonnat, c'est-à-dire qu'on doit tout d'abord définir, quand il s'agit d'enregistrer une certification au répertoire national, donc le RNCP, il va s'agir de définir quel est le référentiel d'activité et quel est le référentiel de compétences qui compose le métier ou l'emploi métier que l'on vise. C'est-à-dire qu'effectivement, on part de la situation, quel est l'objectif visé en termes de compétences une fois que la personne sera certifiée. D'accord ? Donc sur la première diapositive, on va voir qu'effectivement, on a d'un côté un référentiel métier avec une colonne activité, une colonne compétences. Et c'est là qu'on va être amené à décrire les compétences que l'on vise et qui vont être, comme disait M. Pigeonnat, qui vont être évaluées aussi et qui vont permettre d'attester officiellement ces compétences de manière à ce que l'on puisse à la fin dire cette personne, elle est qualifiée ou elle n'est pas qualifiée sur ce métier.
D'accord ? Donc sur cette première diapositive, vous voyez donc un référentiel métier qui doit être défini, avec une colonne activité, les grandes activités, les grandes fonctions du métier, et puis les compétences qui vont être déclinées pour réaliser ces activités. D'accord ? Et puis ensuite, on aura une deuxième partie qui est le référentiel d'évaluation, qui décrit les situations d'évaluation qui vont être centrées, elles aussi, sur les compétences et non sur les connaissances, c'est-à-dire tout ce dont je vais avoir besoin pour mettre en œuvre ma compétence, et qu'on va acquérir, par exemple, en formation ou par l'expérience, par exemple. Et puis des critères d'évaluation, et donc on devra respecter ce formalisme-là pour pouvoir être enregistré une certification au répertoire national. D'accord ? Donc enfin, il va falloir aussi structurer ce qu'on appelle les blocs de compétences. Et là encore, on a l'approche compétences, puisqu'il s'agit de réunir ensemble un certain nombre de compétences qui font partie du référentiel de compétences qu'on a dans le métier visé. D'accord ? Donc on va avoir à plusieurs endroits du répertoire national à parler de compétences. D'accord. Sur la diapositive suivante, vous voyez qu'effectivement, pour le répertoire spécifique, qui est le deuxième répertoire en France sur les certifications, donc là, le premier RNCP, on visait des métiers entiers. Sur le deuxième, on vise des groupes de compétences homogènes, de type spécialisation, qui peuvent venir en plus du métier, par exemple, animer une formation en ligne et en mode synchrone pour un formateur, ça peut être un plus, une spécialisation qui aujourd'hui a de la valeur sur le marché du travail. Et là encore, on va parler de compétences, donc, puisqu'il s'agit de définir un référentiel de compétences cette fois, donc on n'a plus de référentiel métier, on a un listing de compétences. Donc là, il va falloir définir les compétences et puis ensuite les évaluer. À nouveau, on a la partie évaluation de compétences qui ne va pas être centrée sur les connaissances. D'accord ? Donc, dans la compétence, on est sur une définition qui a été fournie donc, dans la diapositive suivante par France Compétences et qui dit qu'il s'agit de mobiliser d'une manière pertinente un certain nombre de ressources, par exemple des savoirs, des savoir-faire, différentes aptitudes acquises par la formation, par exemple, ou l'expérience, et de mobiliser aussi les ressources de son environnement pour exercer une activité avec des objectifs professionnels à atteindre. D'accord ? Donc nous, à Centre Info, on a traduit ça par une action ou un comportement professionnel observable qui découle d'un certain nombre de ressources qu'on va mobiliser. D'accord ? Mais l'idée de la compétence, c'est qu'est-ce que je fais exactement. Donc je vais centrer sur, quand je suis sur un référentiel métier, qu'est-ce que je fais dans ce métier ? Quand je suis sur un groupe de compétences homogènes, par exemple animer une séquence en ligne, qu'est-ce que je fais pour réaliser cette activité-là précisément ? Et puis, donc, on ne va pas, dans la logique de certification, aller jusqu'à évaluer les ressources, évaluer les connaissances, les savoir-faire, etc. Si l'évaluation du faire, donc de l'action ou du comportement observable, est correcte, alors on n'a pas besoin d'inférer sur tout ce qu'il sait pour faire. D'accord ? Donc c'est aussi une manière de transformer l'évaluation sur les résultats. D'accord ? Ensuite, donc, on a un format, donc, pour enregistrer des certifications dans les répertoires nationaux, on a un format de formalisation de la compétence, c'est-à-dire qu'on va être obligé d'écrire la compétence d'une manière formalisée telle que le souhaite France Compétences, puisque effectivement c'est l'instance qui enregistre les produits. Donc il vaut mieux adapter ces modèles, sachant que la description de la compétence, il y en a des centaines de définitions de la compétence et des centaines de façons de la décrire. Mais en certification... Mais il faut que tout le monde soit d'accord quand même sur ce mot de compétence. Mais ce sont des conventions en fait de description. Il s'agit parfois d'adapter juste sa convention de description à celle qui est demandée pour un enregistrement. Parce que des fois, on appelle compétence à ce qui était appelé activité pour France Compétences, etc. Donc il faut traduire un peu ces conventions, mais il vaut mieux adapter ces conventions aux exigences de France Compétences. Monsieur là, il y a une vraie difficulté, c'est que l'écueil sémantique, le mot compétence
tout le monde n'est pas d'accord, comme l'a très bien dit Madame Elouin. Et donc, justement, l'idée, c'est que France Compétences a une certaine définition de la compétence, mais typiquement, si on prend les approches par compétence à la tardif, on n'est pas du tout sur le même périmètre de la compétence. Et ça génère une vraie difficulté pour toutes les institutions de l'enseignement supérieur. C'est que si jamais elles rentrent dans la démarche compétence par des formalismes qui ont été pensés par des auteurs qui ont travaillé sur jusqu'à une mise en œuvre de la démarche compétence, la plupart, dans l'enseignement supérieur, sont allés avec une définition très macro de la compétence, alors que France Compétences, c'est beaucoup plus parcellaire. Et donc ça, c'est une vraie difficulté parce qu'il faut qu'on sache de quoi on parle. Quand j'accompagne une équipe, moi, le premier travail qu'on fait, on se met d'accord sur la sémantique. C'est-à-dire qu'on se dit, la compétence pour nous, c'est ça, et c'est pas autre chose. Ce qu'on appelle un savoir-faire, c'est ça, c'est pas autre chose, etc. Et donc, une fois qu'on s'est mis d'accord sur la sémantique, on peut commencer à travailler. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est-à-dire il faut un point vocabulaire sur quel est le vocabulaire. Enfin, en tout cas, quand on vise des projets de certification, alors ça peut être des titres d'ingénieurs qui sont enregistrés de droit au demeurant, mais sur lesquels le France Compétences et la CTI aussi poussent à disons, une présentation qui est proche de ce qui est demandé sur l'enregistrement sur demande. Donc ça veut dire qu'il faut faire un point sémantique pour savoir qu'est-ce qu'on utilise, quelles sont les conventions qu'on utilise déjà chez nous et comment on va pouvoir les adapter, le cas échéant, à ce qui est demandé par France Compétences. D'accord ? Et donc, quels sont les focus, quelles sont les échelles qu'on a utilisées et qu'on va pouvoir plus ou moins adapter ou réutiliser. Donc, en fait, sur la diapositive suivante, on voit que France Compétences impose une modalité de rédaction et qui est verbe d'action à l'infinitif, objet ou sujet de l'action, donc le faire quoi, comment et pourquoi, avec la finalité de l'action. Et si les compétences ne sont pas majoritairement écrites comme ça, sur l'ingénierie de référentiel... C'est pas cette diapositive qu'on voit. Non, c'est juste celle d'avant. Celle d'avant. Ça, c'est l'exemple. Donc, l'exemple, effectivement, c'est nettoyer. Donc, c'est le verbe d'action. Les locaux et le matériel de la cuisine, donc l'objet de l'action, afin de les maintenir en état de disponibilité. Donc, ça, c'est la finalité de l'action. Et en appliquant la réglementation relative à l'hygiène alimentaire. Ça, c'est le comment, le contexte. D'accord. Et pour finir, donc sur la dernière diapositive, nous avons donc le référentiel d'évaluation. Et là encore, on va se centrer sur les compétences, comme je vous le disais, sur le résultat, avec des modalités qui doivent être, dit France Compétences, au plus près des situations de travail visées, réelles. Et puis, nous, à Centre Info, on rajoute aussi, choisi en fonction de l'attendu des compétences évaluées. Par exemple, si j'ai une compétence accueillir les clients, les usagers de la sécurité sociale pour les orienter vers des démarches adéquates, je ne vais pas mobiliser une étude de cas. Parce que j'ai une dimension relationnelle de la compétence. Accueillir ou conduire un entretien commercial, il me faut une mise en situation plutôt qu'une étude de cas. Mais ça m'a l'air particulièrement quand même compliqué à mettre en place. Là, vous nous avez donné la recette. Il faut faire appel à des consultants. À la limite, j'ai envie de vous poser la question à tous. Il faut faire appel à des consultants quand on veut faire cette transformation. Est-ce qu'il faut payer un consultant ? Alors, il faut à minima s'informer, se former, voire se faire accompagner. Après, dans les écoles d'ingénieurs, on a effectivement des structures, par exemple comme la CTI, qui vont être de bons conseils, évidemment. Alors après, payer ou pas payer, ça, je ne sais pas, ça dépend de son réseau. Mais en tout cas, il ne faut pas y aller comme ça, sans connaissance du sujet. Ah oui, à mon avis, il est indispensable de se faire accompagner, laisser la chose aux enseignants. Ils font leur métier depuis, enseignants-chercheurs aussi, ils font leur métier d'enseigner une matière depuis des années. Il est difficile de sortir de ce paradigme qui est très pédagogique et de passation de pouvoir à une utilité. Je pèse mes mots, à une utilité, une finalité, une finalité professionnelle. Ça, il faut un regard extérieur qui vient percuter un peu cette vision un peu standard ou classique. Il faut un regard extérieur. Par ailleurs, les compétences sont souvent données par rapport aux objectifs de professionnalisation. Et il est plus simple de l'expliquer dans les formations professionnalisantes de type Bac Pro, de type BTS. À mon sens, il est plus difficile de l'expliquer dans l'enseignement supérieur.
à mon avis, parce que à la fois on est un peu éloigné des cas d'études très pratico-pratiques, notamment pour les études d'ingénieur, voire plus. Il me semble que les compétences, beaucoup de collègues en tout cas, l'ont vu comme une vision de l'enseignement professionnel au sens juste pré-bac, voire juste post-bac, et le supérieur, dans sa généralité, on considère qu'il est moins concerné. Donc peut-être il y a un petit quelque chose à faire. Vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, je voulais rajouter un petit quelque chose. Effectivement, moi, j'ai pas mal accompagné des équipes de l'enseignement supérieur. Partout où ça donne des résultats que je trouve pertinents, il y a eu à un moment donné un accompagnement des équipes enseignantes, parce que les équipes enseignantes, comme vous l'avez très bien dit, elles ne sont pas spécialistes de ce domaine-là. Hein, il y a pas mal de théories en sciences de l'éduc, et il y a tout un vocabulaire auquel il faut s'acculturer, et ça ne se fait pas en claquant des doigts. Avoir quelqu'un qui, au départ, initie la démarche, en tout cas c'est intéressant. Après, ce qui marche le mieux, c'est quand il y a des accompagnateurs, on va dire, des membres des structures d'appui pédagogique qui existent maintenant un peu partout, sont très bien placés pour ça. Quand il y a quelqu'un qui monte en compétence justement sur la question de la démarche compétence, et bien après, cette personne, elle peut en interne accompagner, et là, ça donne a priori des assez bons résultats. Je voudrais revenir encore sur un dernier petit point. Alors, il a été mentionné qu'on se focalise sur le résultat. Je mettrai un bémol. On s'intéresse aux résultats des actions, mais pas seulement. Parce que typiquement, si jamais un étudiant, dans une situation donnée, il a un très bon résultat, c'est super. Est-ce qu'on est sûr que dans une situation un peu différente, il n'aurait pas mobilisé les mêmes apprentissages? Est-ce que du coup, ça aurait peut-être pas aussi bien marché dans un autre contexte? Donc c'est pour ça que quand on parle d'évaluation de la compétence, en général, on ne se focalise pas que sur le résultat. On va aussi voir la méthodologie qu'il a employée, pour être sûr qu'elle est robuste et que dans un cas un petit peu différent, on est relativement confiant dans le fait qu'il aurait pu mener une action qui aurait aussi donné de bons résultats. Oui, c'est sûr que je n'ai pas été dans le détail, mais effectivement, il y a le résultat, et il y a aussi sa transférabilité, et il y a aussi l'analyse de son résultat, c'est-à-dire l'analyse de sa pratique qui est quand même extrêmement importante. Plus on monte dans les niveaux de qualification aussi, plus c'est important de savoir comment ça peut être transféré ou comment ça peut être analysé vers d'autres contextes. Il y a une question pour vous, chère Madame Éloi, c'est: y a-t-il des règles d'écriture pour les activités comme celle des compétences? Si oui, lesquelles? Oui, il y en a, mais c'est plus libre que l'écriture en compétences qui, elle, est contrainte. Mais en principe, du coup, pour se distinguer des compétences, on va mettre davantage pour les activités plutôt des substantifs, donc des noms. Gestion des ressources humaines, production d'un certain nombre de choses, donc avec des noms, pour les distinguer des verbes d'action qui, eux vont être développer ces actions, ces comportements pour réaliser cette activité au sens un peu plus large. Alors, je vois que sur cette approche par compétences, on ne part pas de zéro en France. Il y a eu plein d'approches, on voit que tout le monde travaille dessus. Au niveau de l'ENS à Rennes, comment vous mettez ceci en place? Quelle approche, quel regard vous avez sur cette approche par compétences? Et je sais que depuis longtemps, vous avez eu une démarche assez originale. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Oui. Au fait, on a initié une démarche dès la première année pour les élèves à l'ENS sans s'inscrire dans ce modèle de compétences. C'est un exemple, même si actuellement on monte les nouvelles maquettes selon les compétences définies, on est aidé par un ingénieur pédagogique. L'expérience en question, c'est ce qu'on appelle la rétro-engineering. Au fait, je suis parti d'un constat. Rétro-ingénierie au sens ingénieur du terme. Sciences pour l'ingénieur. On est un département des sciences pour l'ingénieur. Nous formons des futurs chercheurs, des enseignants-chercheurs autour des sciences pour l'ingénieur dans une approche très pluridisciplinaire. C'est ce qui nous caractérise à l'ENS. Donc je rejoins tout à fait l'introduction de M. Pigeonnat sur les classes prépa. Nous recrutons des élèves en classe prépa sur des concours prestigieux. En ce moment, se déroulent ces concours-là. Et on est parti sur 4 constats. Le premier, c'est que c'est des têtes bien faites. Bien faites, ce que je leur dis d'ailleurs, c'est des ordinateurs sur pattes. En réalité, le constat plus objectif, c'est des élèves qui savent résoudre des problèmes, mais ne savent pas poser les problèmes.
Ils savent le résoudre une fois qu'on leur a posé pour eux. Or, les défis de demain, les grands défis de demain, qu'ils soient écologiques ou technologiques ou même sociétaux, nécessitent à ces élèves-là, pour qu'ils soient ingénieurs ou des futurs chercheurs, ils n'ont devant eux que les défis. Encore faut-il poser les problèmes, les formaliser. La résolution du problème est j'allais dire presque un souci simple, facile. Et donc, d'abord, ils ne savent pas poser un problème. La seconde chose, c'est qu'on voulait avoir une approche plutôt ludique. J'avoue que très secrètement, je voulais un peu bousculer nos élèves qui ont réussi un concours très prestigieux en disant « vous ne savez pas tout ». Donc ça, c'est une envie personnelle. On a une formation assez originale qui s'appelle donc la mécatronique. Et il y a autant de définitions de mécatronique que d'établissements de l'enseignement supérieur. Et on voulait faire découvrir l'intérêt de la mécatronique directement par les élèves. Et donc on a monté cette UE qui s'appelle la rétro-engineering, que je peux détailler. Oui, voilà, expliquez-nous, parce que... Alors, c'est très simple. Il n'y a pas de secret industriel. Non, il n'y a pas un secret industriel, mais on peut être confronté au secret industriel, justement. Au fait, l'idée, dès que les élèves arrivent, dès le 1er septembre, on les confronte à cette UE. Au fait, je vais faire le marché juste avant, une semaine avant. Maintenant, c'est mes collègues, mais avant, je m'occupais de cette UE. Je vais faire le marché dans les supermarchés pour acheter des objets courants. Aspirateurs, robots, cafetières, sorbetières, que sais-je encore. Les choses très, très ludiques. Alors, avec une contrainte, pas trop chère, achetée en 2 exemplaires, vous allez comprendre pourquoi, et plutôt mobilisant de la transdisciplinarité. Et quand j'achète ces objets-là, donc j'en achète une dizaine, une vingtaine, une brosse à dents, je vous assure, une brosse à dents à recharge par induction, c'est quelque chose de pluridisciplinaire, d'extraordinaire. Un flashball, enfin une espèce de flashball, comment on appelle ça, ils tirent des balles au caoutchouc, les nerfs, voilà. Les nerfs, c'est très, très... et pourtant, il n'y a pas d'électronique. C'est très, très intéressant. Donc, j'achète ces objets-là et je les pose dans la salle qu'on appelle la salle projet avec le packaging initial. Donc, je n'ouvre pas les paquets. Et donc après une procédure de négociation assez démocratique, c'est-à-dire on leur donne les photos des objets ou le nom des objets et on les laisse choisir en fonction de leur envie. Ils ne se connaissent pas. C'est la première fois qu'ils se rencontrent, les élèves. Donc au bout de 10, un quart d'heure, ils arrivent à négocier par un algorithme humain, je ne sais pas lequel. Ils arrivent à négocier. L'important, c'est que je reçois l'accord de tous les élèves sur cette liste. Ils l'affichent au tableau. Chacun prend sous le bras son cadeau, il l'ouvre, il le découvre. Et l'idée, c'est de m'expliquer, au bout de 6 mois, m'expliquer comment a été fait cet objet, comment il fonctionne, quels sont les grands principes physiques, parce que c'est ça qui nous intéresse, mis en œuvre, comment capter une information, capter une grandeur, la refaire, c'est-à-dire refaire l'expérience en laboratoire, la refaire, mesurer en température, mesurer la force ou la vitesse initiale d'éjection de la balle en caoutchouc, mesure son élasticité. Mais je leur dis rien. Je leur dis à la fin des 6 mois, ils sont encadrés toutes les semaines, ils sont suivis par des professeurs, mais je leur pose pas le problème. Je leur dis voilà, il faut m'expliquer ce qu'il y a dedans, dans la boîte. Et vous me rédigez un rapport et vous me faites une soutenance. Donc, on les entraîne à soutenir, à présenter un travail scientifique. Donc, au fait, ils sont totalement déstabilisés. Le premier jour, ils regardent la boîte. Donc, ils s'amusent avec, mais ils regardent la boîte. Ils disent, oui, mais monsieur, c'est quoi le problème? Ben non, pose-toi le problème. Et je trouve que enfin, je pense que beaucoup d'écoles d'ingénieurs le font aussi, mais pour moi, c'est vraiment la question de résoudre les défis de demain. On n'a plus ce travail d'ingénieur ou de chercheur où les problèmes sont déjà posés, ils sont juste difficiles à résoudre. Non, les problèmes ne sont même pas posés au sens formaliser un problème. Par quel mot attaquer? Et ça, je pense qu'il est très important de former nos matières grises à cette compétence. Mais il y a énormément de transversalité dans ce que vous demandez donc, oui, autour de cet objet. Ça, c'est...
Ah oui, ça c'est... Oui, il y a du signal, pour ceux il y a du signal, il y a de la physique appliquée, de la mécanique, il y a un peu d'économie, d'ergonomie, il y a de l'énergie, de l'électronique, de l'informatique, beaucoup d'informatique. On est là vraiment dans la démarche par compétence, alors qu'au début, c'était un cas pédagogique, c'est une démarche pédagogique. Totalement pédagogique. Mais on est là dans une démarche compétence. Bah, j'espère. Ouais. Oui, là, complètement, on est dans une vraie situation authentique pluridisciplinaire, et c'est ça qui est intéressant dans la démarche compétence, c'est cet aspect pluridisciplinaire. La compétence, elle est fondamentalement pluridisciplinaire. Je vous donne un exemple aussi pour quand je veux convaincre que ça a un intérêt. On a un gros projet chez nous à l'ENSIMAG, l'école de Matinfo, où les étudiants ils se mettent ensemble, par groupe de 5, ils doivent réaliser en un mois à temps complet un compilateur. Ils ont un cahier des charges, tout va bien, etc. Et donc, pendant un mois, ils travaillent à temps complet, ils sont encadrés, bien sûr. Et alors, ce qui est intéressant dans cette expérience, c'est que de temps en temps, il y a les groupes qui sont composés de formulaires académiques. Les formulaires académiques, c'est ceux qui ont 17, 18 sur 20 sur toutes les matières liées à l'informatique. Et donc, ça arrive de temps en temps, pas toujours, mais de temps en temps, ça arrive que ces formulaires académiques, le jour de la soutenance, elles ont un prototype qui ne tourne même pas, qui ne marche carrément pas. Alors ça a beaucoup intrigué des enseignants d'informatique, vous imaginez, les formules académiques qui se mettent ensemble et qui n'arrivent même pas à produire un truc qui tourne le jour de la soutenance. Par contre, les enseignants de sciences humaines qui les suivent, qui notamment les forment à la gestion de projet, etc., ils ne sont pas du tout étonnés. Ils se disent, bah oui, ils se sont reposés sur leur maîtrise technique, ils ont complètement négligé la gestion de projet, la communication interpersonnelle, ce qui fait que quand il y en a un qui devient un truc, il informait peut-être un de ses collègues que ça allait avoir un impact, mais ça avait aussi un impact sur un autre, etc., ce qui fait que le jour J, ça ne marche pas. Et ça, c'est une caractéristique vraiment très importante de la démarche compétence. Ces formules académiques, elles ont tous les savoir-faire liés à l'informatique, elles les maîtrisent sur le bout du doigt. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi du transverse, apprendre à travailler avec les autres, apprendre à communiquer, apprendre à gérer un projet, etc. Et donc, l'intérêt aussi de la démarche compétence, c'est ça, c'est de rapprocher le cœur de métier disciplinaire et le transverse, communication interpersonnelle, gestion de projet, etc. Alors là, on vient de voir des cas pratiques. Alors j'imagine que ceux qui nous écoutent sont à la recherche de nouvelles idées, de nouvelles expériences. J'imagine, je sais, Monsieur Baillevert, que la Fondation UNIT suit très près tout ce qui se fait en matière d'approche par compétences. Vous avez mis en place des ressources libres d'accès. Est-ce qu'on voit des écoles, des témoignages pratiques sur l'approche par compétences sur le terrain aujourd'hui Tout à fait. C'était à l'origine une demande de nos membres. C'est d'avoir un groupe de réflexion sur l'approche par compétences. Alors nous, on est complètement incompétents sur l'approche par compétences, mais on est compétents pour mettre en réseau nos partenaires et essayer de faire remonter les bonnes pratiques terrain. Donc mon collègue Didier Bouvard, qui est en charge de la démarche, on lui a proposé de créer une ressource éducative libre, en français, un cours en ligne gratuit, qui est disponible sur la plateforme UNIT, où on pourrait bénéficier de témoignages d'écoles ou d'individus qui sont spécialistes de la démarche compétences, qui ont fait des choses chez eux, des essais, que ça ait marché ou pas fonctionné d'ailleurs. L'idée, c'est pas d'avoir une méthode parfaite, c'est d'avoir des témoignages. Et donc, on a travaillé avec ce groupe de travail. Alors, cette ressource, maintenant, elle a plusieurs témoignages. Donc, on a le témoignage d'Yvan Pigeonnat, on a le témoignage d'Hamid Benhamed, de l'ICAM, on a le témoignage de l'IMT Atlantique, de l'INSA de Toulouse. Donc, il y a des établissements qui témoignent sur, chez eux, comment ça se passe, quelle est leur politique sur la démarche compétences, quelles sont les difficultés auxquelles ils sont confrontés, mais aussi leur cadre théorique, parce qu'on l'a dit, ça dépend aussi de la culture de l'école et de comment il faut faire, et puis aussi comment ils interprètent les demandes de la CTI pour passer en démarche compétences. L'idée, c'est que cette ressource, elle est vivante. On souhaite l'améliorer au fur et à mesure, compiler un maximum de témoignages pour que des gens qui veulent se mettre à la démarche compétences puissent déjà trouver une source d'information et après peut-être se faire accompagner par des organismes un peu plus spécialisés, mais au moins avoir une idée de ce qui se passe dans des établissements et se dire, voilà, on n'est pas tout seul à voir le problème et d'autres ont fait des choses. Alors je sais que l'adresse de la plateforme s'affiche, c'est unit.eu. Il faut aller dans la rubrique Nos projets. Et ensuite, l'approche par compétences, il y a énormément d'informations, c'est assez riche, c'est passionnant parce que finalement, pour avoir surfé sur cette plateforme et à vous entendre, l'approche par compétences, ça donne vraiment du sens aux études finalement. C'est ça vous êtes tous des pro-compétences ? Alors, je mettrais un bémol quand même parce que si on fait ce webinaire, c'est que c'est pas évident. C'est que c'est difficile. Et venir
je mets des guillemets, mais venir perturber une équipe pédagogique, encore une fois, qui montent des maquettes en étant persuadés que leur maquette est bien construite, et voilà quelqu'un ou une structure, pire, ou une structure d'en haut, qui vient leur dire « je vais vous aider à faire les choses mieux, il y a l'approche par compétence, il faut s'y mettre ». Mais de quoi ils se mêlent? On a formé des générations d'ingénieurs ou de chercheurs. Au fait, c'est difficile et je pense que le webinaire va aider à démystifier un peu les choses. Pour moi, ce n'est pas si évident que ça. C'est un outil qui reste à éclaircir pour les collègues enseignants-chercheurs, je pense. Les réactions. Oui, mais je vais juste dire que nous, on voyait la pointe de l'iceberg quand on a lancé le groupe de travail. Moi, je pensais avoir une idée de ce qu'était l'approche par compétences. Et quand on a été dans les écoles voir les témoignages, que ça impactait les étudiants, les parents, le système d'information, la formation des enseignants aussi à la compétence, voir comment on évalue une compétence sur une année ou sur 5 ans. Enfin voilà, c'est extrêmement complexe, ça dépend de la culture de l'école. Il y a des écoles pour lesquelles je pense que c'est plus facile culturellement que d'autres. Donc oui, c'est vraiment un iceberg, il n'y a pas qu'une façon de faire. Et nous, de toute façon, sur la ressource, on ne présente pas une façon de faire, on essaie de présenter une multitude de façons, mais quand même avec des cohérences entre ce qui a été fait à droite et à gauche. Il n'y a pas une recette unique, finalement, pour arriver à l'approche par compétence. Il n'y a pas une recette unique. Il y a quand même, je pense, un certain nombre de grands principes qui font que si on les utilise pas, on risque de passer à côté de la plupart des objectifs. Moi, à ma connaissance, il y a 3 cadres opérationnels qui permettent d'aller jusqu'à l'évaluation des compétences et qui sont bien pensés. Il y a le cadre de Jacques Tardif, qui est relayé par Marianne Poumet et François Georges, notamment la réforme des BUT, c'est eux qui l'ont un peu piloté. Il y a celui de Guy Le Botterf, qui même est à l'origine du formalisme tardif, puisqu'il était à l'origine à Sherbrooke quand Jacques Tardif a commencé à penser à ces choses-là, et c'est lui qui a instillé ces idées de définition de compétences. Et puis, il y en a un troisième qui est celui de la didactique professionnelle qui va lui aussi jusqu'à proposer un modèle qui permet réellement d'évaluer la compétence. Avec ces 3 formalismes, ils ont, on va dire, les principales caractéristiques qui est de garder un caractère intégrateur de la notion de compétence. C'est ça qui est important, hein, la compétence. Il ne faut surtout pas la voir comme quelque chose d'additif. Hein. Typiquement, je reprends mon exemple de la batterie. En prépa, on aurait checké U égale RI, on aurait checké P égale UI, on aurait checké l'effet Joule. Ça ne fait pas la compétence. La compétence, c'est plus que ça, c'est quelque chose d'intégrateur. Et donc, ces formalismes, ils sont dans cette logique-là du caractère intégrateur. Ils sont aussi dans la logique du rapprochement du transverse et du cœur de métier. Et ça me paraît vraiment important. Très souvent, dans les écoles, on met un bloc transverse où on met les langues, les SHS, etc. Mais non, ce qui est intéressant, c'est quand toutes ces choses-là sont dispatchées à l'intérieur des différents enseignements cœur de métier pour que justement les étudiants mettent du sens sur pourquoi est-ce qu'on leur fait de la gestion de projet, pourquoi est-ce qu'on leur fait une sensibilisation à l'éthique, pourquoi est-ce qu'on leur cause de développement durable, parce que développement durable, quand on conçoit quelque chose, c'est fondamental, par exemple. Oui. Alors, il y a beaucoup de questions, on va les prendre au fur et à mesure. Vous vouliez rajouter quelque chose? Parce que autour de votre ressource éducative libre, est-ce que vous avez, j'imagine, des retours? Qu'est-ce qu'elle fait apparaître? Elle fait apparaître que, ce qui est une surprise pour moi, quand les étudiants sont bien sensibilisés à la démarche compétence, ils adhèrent. C'est-à-dire qu'on ne se dit pas quand on est étudiant, quand on rentre en école, tiens, je vais aller partir sur la démarche compétence. C'est complètement quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Par contre, quand les équipes pédagogiques prennent le sujet en main, présentent aux étudiants l'intérêt et justement donnent du sens à leur cursus par la démarche par compétence, on se rend compte que les étudiants adhèrent et qu'au final, vont au bout de la démarche et quand ils arrivent dans le monde professionnel, sont assez sensibilisés à la démarche. Donc les étudiants adhèrent assez facilement à cette approche par compétence, j'imagine, parce que tout de suite, ça donne du sens à leur futur métier, à la vie réelle. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui, parce que la génération d'étudiants qu'on a maintenant en face de nous est de plus en plus exigeante au niveau du sens. Et donc, c'est aussi pour ça que c'est assez facile de les embringuer. Les plus difficiles à embringuer, c'est les enseignants, clairement. C'est le cas, oui. C'est parce que ça représente effectivement un changement culturel, un changement de paradigme, c'est-à-dire que les professeurs d'université et des écoles d'ingénieurs et des grandes écoles, ils ont l'habitude de faire leur déroulé pédagogique. Et effectivement, qu'on mette en amont
une approche de ce qu'on vise en termes de compétences, en termes d'activité professionnelle, ça fait bouger un système c'est un changement culturel, donc c'est pas évident à mettre en œuvre. Ce qui peut être intéressant, et dans la logique intégrative dont on parlait, et qui rejoint un peu les deux présentations de mes collègues, c'est aussi le côté de l'évaluation de ces compétences dans le cadre d'un projet. Parce qu'effectivement, on ne va plus évaluer chaque ressource de connaissances une par une, mais bien leur intégration dans le cadre de la réalisation d'un projet concret avec des objectifs professionnels, avec quelque chose à réaliser et qui permet aussi d'ancrer les connaissances de manière beaucoup plus fine. Alors, on va commencer à répondre à des questions. Là, j'en ai une. Quelle est l'importance de la réflexivité dans l'approche par compétences ? Ça, Elle est vraiment importante parce que, justement, l'évaluation des compétences, la plupart du temps, elle se base sur un travail réflexif des étudiants qui ont assez souvent en charge de montrer leur développement de compétences. Donc ça veut dire qu'ils doivent aller puiser dans toutes les expériences qu'ils ont vécues, soit au niveau des projets, des bureaux d'études, des stages, ou même de leur vie associative en dehors de l'école, des éléments un petit peu concrets qui montrent qu'ils ont atteint un certain niveau de développement de la compétence. Et donc cette dimension réflexive est très importante, et quand en plus ils sont capables de dire si c'était à refaire dans ce cas-là, j'aurais fait un petit peu différemment parce que je me suis rendu compte que là c'est top. L'analyse des pratiques, elle fait clairement partie de l'évaluation, à la fois du point de vue de la transférabilité et du point de vue de la conscientisation de sa compétence ou de sa non-compétence, en fait. L'approche par compétence est-elle chronophage ? Je ne sais pas. Chronophage pour la mettre en place ou chronophage pour les élèves, les étudiants et les enseignants. Oui, Mais parlons des trois, parce que j'imagine qu'au niveau des ressources que vous avez, il y a des écoles qui ont mis en place une approche par compétence. Techniquement, administrativement, est-ce que ça se met en place facilement et en combien de temps ? Je dirais que la réponse est non. C'est complexe. Comme l'a dit mon voisin, ça demande une réflexion systémique déjà sur comment on voit l'approche par compétence. Est-ce que ça touche uniquement les enseignements ou est-ce qu'on va plus loin ? Par exemple, est-ce qu'on arrête de mettre des notes ? Et là, ça touche le système d'information, puisqu'à la fin de l'année, quand vous avez un jury, si vous n'avez pas de notes, comment vous validez que les étudiants ont leur année ? Donc ça peut aller très loin, ça demande du temps. Je pense qu'une bonne partie du temps à consacrer, c'est la formation des enseignants, c'est à leur expliquer l'intérêt, leur expliquer comment ils peuvent être associés et être moteurs dans la démarche. Enfin, nous, c'est les retours que nous avons, mais c'est très clairement un gros chantier pour les écoles d'ingénieurs. Alors, je vais vous redonner la parole, mais les enseignants, est-ce que c'est chronophage pour les enseignants ? Il faut penser différemment, si j'ai bien compris. Mais est-ce qu'il faut, par exemple, former les enseignants à cette approche par compétence ? Est-ce qu'il y a un travail à faire auprès des enseignants pour qu'ils s'approprient cette approche par compétence ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je ne suis pas persuadé. Ça fait peur, ça. Les enseignants sont déjà formés, se forment tout le temps. Je pense qu'il faut qu'ils soient peut-être formés, mais initiés, je dirais, et surtout accompagnés par des gens dont le concept est intégré. Et je dirais, il faut qu'il y ait une partie, pas opposée, mais disons une partie qui a un regard extérieur à la formation aux enseignants. Laisser les enseignants les enfermer dans une salle et leur dire « faites-moi une maquette par compétence », ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Il faut un regard extérieur en disant « oui, d'accord, je comprends, mais et là, ce n'est pas la même compétence ». Et puis là, les discussions partent et c'est là où ça devient intéressant. C'est un regard extérieur du consultant ou ça peut être aussi un regard extérieur d'un collègue enseignant ? Parce que cette approche par compétence nécessite que les équipes se réorganisent, travaillent plus souvent ensemble. Surtout, il faut qu'elles travaillent ensemble, ce qui n'est pas toujours une réalité. On a eu un silotage disciplinaire dans l'enseignement supérieur, tout à fait légitime, parce qu'au bout d'un moment, il n'était plus possible que tout le savoir tienne dans un seul cerveau. Donc, on a créé les disciplines et c'était une évolution logique de la structuration de la connaissance. Et donc, on s'est spécialisé. Mais là, justement, l'intérêt de la démarche compétence, c'est de travailler ensemble. Et ce n'est pas toujours évident. Par exemple, chez nous, à l'ENSIMAG, on s'est rendu compte que le concept d'abstraction n'avait pas le même sens pour les informaticiens et pour les mathématiciens. Donc, ça oblige à rentrer
rentrer dans la culture de l'autre, et donc c'est pas forcément évident, et comme vous l'avez dit, ça nécessite d'être accompagné. Et effectivement, la formation est sans doute pas un bon terme, mais par contre un accompagnement, une acculturation à ce qu'on a à y gagner, et puis il y a quand même des petits éléments qui nécessitent au moins de se mettre autour de la table tous ensemble pour discuter, c'est quand on va évaluer. Parce que l'évaluation des compétences, étant donné que les enseignants ils ne se sentent compétents que dans leur champ disciplinaire, là l'idée c'est qu'il va falloir qu'ils évaluent des choses qui sont pluridisciplinaires. Donc si on s'y prend bien, c'est faisable, mais il faut travailler sur ce frein qu'il y a, ce sentiment d'incompétence dès qu'on sort du champ disciplinaire de l'enseignant-chercheur. D'accord. Une question. La mobilité internationale des étudiants, est-ce que cela pose un problème dans le cadre de l'évaluation par compétences ? Clairement, c'est une difficulté parce qu'une démarche compétence, quand on a les étudiants sous la main du début à la fin, c'est beaucoup plus facile à gérer. Il y a deux aspects dans la mobilité. Il y a ceux qui arrivent chez nous et puis ceux qui partent. Alors ceux qui partent, on peut faire l'hypothèse, plus ou moins raisonnable, ça dépend des cas, que là où ils vont, ils auront des mises en situation authentiques, type projet, stage, bureau d'études, qui leur permettront d'exercer leurs compétences. Donc on peut faire ce pari-là. Si jamais ce n'était pas le cas, peut-être qu'on neutraliserait certains niveaux de développement de compétences durant ce semestre à l'étranger, par exemple. Là où c'est presque plus délicat, c'est ceux qui viennent chez nous, qui n'ont pas eu ce background au départ sur comment est-ce qu'on va faire pour les évaluer en termes de compétences, etc. Et qu'il faut du coup former. Parce que là, ça nécessite une formation des étudiants, justement, à cette démarche réflexive. Ils ne sont pas du tout habitués. Donc, il faut prévoir de former ces volants d'étudiants qui arrivent aussi. Une question pour vous, Madame Elouin. Que demande la CTI actuellement aux écoles d'ingénieurs ? Et puis, est-ce que France Compétences donne des consignes au sujet de la logique compétence ? Alors, France Compétences donne clairement des recommandations sur l'écriture en compétences, sur l'écriture des référentiels et sur l'évaluation des compétences. Donc, c'est vrai qu'il faut lire toute la littérature de France Compétences sur le domaine, parce qu'il y en a quand même, et effectivement, ne pas se tromper de cible. Donc, c'est l'idée de ne pas mettre dans les référentiels les savoirs, les savoir-faire et les différentes aptitudes dont on pourrait avoir besoin, qui, eux, vont trouver toute leur place dans les référentiels de formation, mais dans le référentiel métier, non. Et puis, dans l'évaluation, une partie importante, enfin un point d'attention important, c'est effectivement de travailler plutôt par projet, par production réelle, par mise en situation réelle ou reconstituée, de manière à avoir une intégration de ces actions, de ces comportements mis en œuvre, et donc de ne pas évaluer séparément les choses. Alors, ce qui peut être aussi intéressant, c'est de regrouper un certain nombre de compétences. Évidemment, on ne va pas travailler compétence par compétence pour lui trouver une modalité d'évaluation adaptée. On va regrouper un certain nombre de compétences pour les travailler dans le cadre d'un projet, par exemple. Ça peut être intéressant. Après, c'est un travail assez phénoménal qui doit être mis en place par les équipes, parce que les compétences en première année, c'est pas la même chose que les compétences en dernière année d'études. C'est pas évident. Justement, une des approches que je trouve particulièrement pertinente, c'est de se dire qu'on a la même compétence de l'année 1 à l'année 3, typiquement si on a un cursus sur 3 ans. Souvent, la compétence est définie comme un savoir-agir complexe. Donc l'idée, c'est qu'en première année, on va attendre une certaine complexité, que l'étudiant soit capable de gérer une certaine complexité en fin de première année. Et puis en fin de deuxième année, on va demander à ce qu'il soit capable de gérer une complexité accrue. Soit on va demander à prendre en compte plus de dimensions, plus de paramètres, soit on va demander à respecter plus de contraintes, soit encore on peut demander plus de responsabilités, par exemple. Et donc en fin d'année, c'est le savoir-agir le plus complexe qu'on attend. Et donc cette idée, au contraire, ce qui est important, c'est qu'il y ait une progressivité dans le développement des compétences. Ce serait un petit peu dur de dire à l'étudiant, désolé, on ne diplôme pas parce que cette compétence-là, tu l'as pas, on n'a jamais eu de warning avant. Donc c'est logique d'avoir une certaine progressivité du développement de la compétence et de complexifier le savoir-agir. Par exemple, en ingénierie, en génie informatique, un premier niveau, ce serait concevoir une solution avec un cahier des charges entièrement spécifié, une techno imposée. Et puis en deuxième année, on complexifie en laissant le choix de la technologie, par exemple. Et puis en troisième année, on ajoute des contraintes et éventuellement le cahier des charges n'est pas bien défini, s'oblige de le définir en direct avec le client et ce genre de choses. Et donc on a vraiment une progressivité de la compétence à concevoir un logiciel ou ce genre de choses. Mais c'est un vrai changement aussi pour les enseignants. C'est une révolution, l'approche par compétences. On enseigne différemment quelque part.
ou pas? Non, je ne crois pas qu'on l'enseigne différemment. Ça serait terrible. Là, peut-être je représente les enseignants-chercheurs. Les enseignants-chercheurs ont une compétence disciplinaire bien calée. Je suis un mathématicien et je dirais même un mathématicien probabiliste. Donc, c'est vraiment le Dirac du Dirac. Donc, c'est assez pointu. La compétence ne vient pas modifier l'approche par compétence ne vient pas modifier ma compétence. Je reste toujours mathématicien. Je pense que c'est plutôt un problème de maquette de formation pour moi. C'est donner un sens à une formation dans son ensemble. Ça ne modifie pas les mathématiques. Ça modifie les mathématiques dans un objectif de formation. Et peut-être, alors je parle de choses que je ne connais pas, mais Pigeonnat peut-être va me corriger. Mais il me semble, c'est ce que j'ai compris en tout cas. Et ça c'est la place du travail en équipe des enseignements doit s'ouvrir partout, voilà. Alors. Ça c'est sûr. Mais pour revenir là-dessus, les savoirs fondamentaux restent non seulement ils doivent rester, mais ils sont incontournables. Il n'y a pas de compétences sans ces savoirs et ces savoir-faire. C'est impossible. Néanmoins, il y a quand même effectivement on peut pas, du coup, il n'y a pas d'opposition, je dirais, entre savoir et compétence. Néanmoins, c'est vrai que si on laisse de la place pour les projets, les mises en situation authentiques, etc., si on laisse de la place pour apprendre la réflexivité, ça veut dire qu'il faut laisser de la place dans les maquettes. Donc, d'une certaine façon, il y a quand même besoin de faire un petit peu de place dans les maquettes. Et c'est là que c'est important que les équipes enseignantes se plongent dans une réflexion de nature un peu épistémologique. Finalement, c'est quoi qui est important dans ce que j'enseigne? Qu'est-ce qui est incontournable? Qu'est-ce qui est compliqué? Qu'est-ce que les étudiants ont vraiment intérêt à apprendre avec l'équipe enseignante? Parce que la médiation aidante, alors qu'il y a des choses, ça c'est tranquille, quand ils en auront besoin, ils l'apprendront tout seuls, ça pose pas de problème. Alors, il y a pas mal de questions sur l'évaluation. Alors, bonjour, quel outil utiliser pour l'évaluation? Et puis, comment articuler l'évaluation des compétences avec les évaluations détaillées des différentes UE? Alors ça, il faudrait qu'on passe l'après-midi pour répondre à cette question. Disons qu'une première réponse, c'est dans la façon dont on va s'organiser. Il y a plusieurs organisations possibles. Par exemple, un premier pas, ce serait d'avoir une UE qui serait une UE compétence et qui nécessiterait, pour la valider, que l'étudiant démontre qu'il a atteint toutes ses compétences, par exemple. Ce serait une façon de faire. Une façon qui est très prometteuse, qui est en train d'être développée par l'École des travaux publics de Lyon. Ils ont 6 compétences sur 3 ans. Chaque année, il y a 6 UE. Et chaque UE vise expressément un niveau de développement d'une compétence. Et donc là, maintenant, l'UE, elle est pluridisciplinaire fondamentalement. Il y a un petit peu de cœur de métier, il y a un petit peu d'anglais, un petit peu de gestion de projet. Il y a tout ce dont il y a besoin pour la compétence au niveau de complexité qui est attendu à la fin de l'année. Et dans ce cas-là, finalement, on a complètement changé la maquette. La maquette, elle devient compétence compatible à 100%. Une UE égale un niveau de développement de compétences. Et vous imaginez qu'en formation continue, c'est très très facile à vendre du coup. J'avais une autre question. Il y avait une autre question sur l'évaluation. Y a-t-il une différence dans l'évaluation entre hard skills et soft skills? Justement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, et ça n'a pas de sens, puisque la compétence doit inclure du soft skills et du hard skills quelque part. Alors. Il y a des différences, par contre, potentiellement dans les modalités d'évaluation. C'est-à-dire que quand on est sur du hard skill, donc en compétences métier, on va dire, on a certaines situations d'évaluation, modalités d'évaluation qui sont propices et auxquelles il faut ajouter aussi des dimensions de gestion de projet, de travail en équipe, etc., qui sont plus des soft skills, mais qu'on peut évaluer aussi dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet, finalement. Et pour répondre juste à la question précédente, c'est-à-dire est-ce que ça prend du temps, est-ce que c'est chronophage? En fait, ce qu'il va falloir faire, c'est prendre du temps au démarrage de la mise en œuvre, parce que ça prend du temps de mettre en œuvre la démarche. Ensuite, cette démarche-là, elle ne prendra pas plus de temps qu'une autre démarche, finalement. Mais par contre, effectivement, fixer le vocabulaire, fixer le cadre d'intervention, de comment on va fonctionner et de comment on va mettre en œuvre l'interdisciplinarité qui est en fait nécessaire, et ce changement de culture, ça va prendre un peu de temps au démarrage. Oui. On tourne sur l'interdisciplinaire, ça c'est bien. Je pense que l'un des points bloquants pour les enseignants, encore une fois, je suis le représentant non élu,
Mais j'essaie de vous donner un peu leur sentiment, et même le mien, c'est qu'il y a une crainte de tendre vers des formations très, très généralistes, mais au sens négatif du terme. C'est-à-dire, pardon de le dire, on est entre nous, une formation sciences et vie. C'est-à-dire, on va plutôt avoir une culture générale, sans jamais rentrer dans le dur des disciplines, dans le dur de la technologie ou des sciences dures. Et ça, c'est une crainte des enseignants en disant, tiens, ils vont nous manger par cette histoire de soft skills, par cette histoire de compétences, où ils mettent un peu de tout, et finalement, c'est 50% de moins de maths à la fin. Ou, moins de savoir. Moins de savoir. Et je pense qu'il faut absolument les rassurer sur ce point-là, qu'ils soient les institutions ou... C'est indispensable, effectivement, oui. C'est un des principaux freins qu'on voit, une perte de qualité, finalement, de la formation, parce que c'est vrai que la formation est reconnue comme de qualité, puisque les étudiants trouvent bien du job, les employeurs sont satisfaits, donc il y a une peur légitime de perdre en qualité. Et c'est vrai, il faut rassurer sur ce point-là. Mais on le voit d'ailleurs dans les témoignages qui sont sur la plateforme de ressources libres. Justement, on peut organiser les compétences par maîtrise des savoirs. Il y a une école, je crois que c'est l'ICAM, qui a organisé un bloc de compétences autour de ces savoirs. Exactement, ouais. L'ICAM procède comme ça. Et c'est pour ça que leur témoignage est intéressant. Il y a plusieurs approches, plusieurs façons de faire. Je pense que l'ICAM, c'est très lié à leur culture. Voilà, c'est une école d'ingénieurs particulière. Ils ont fait comme ça. Mais en tâtonnant. Mais au moins, ils ont partagé leur expérience et ça permet d'en faire bénéficier les autres. Est-ce qu'on peut penser que les compétences à enseigner dans une école d'ingé sont en nombre fini ? Non seulement on peut le penser, mais c'est même recommandé à tel point qu'on recommande... Alors voilà, là moi je me place dans les formalismes qui voient la compétence en termes macro, donc je ne me place pas au niveau granulaire de France Compétences, je me place plutôt au niveau des blocs de compétences. Et d'ailleurs ça se rejoint, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça se rejoint, le nombre de blocs de compétences que France Compétences demande et le nombre de compétences dans une approche de type tardif est à peu près le même. En gros, on imagine que c'est 6 compétences. Pourquoi que 6 ? Tout simplement parce que travailler à documenter son niveau de développement d'une compétence, ça demande du temps. Et que si on en met 10 ou 15 ou 20, l'étudiant il va passer son temps à ça, à documenter son développement de compétences, il ne va plus rien apprendre. Donc c'est juste une question pragmatique. Si on veut que ce soit utile, il faut garder un côté macro intégrateur. Il faut que l'étudiant ait le temps de développer ses arguments pour dire qu'il a développé ses compétences. Et donc, en gros, 3 par semestre, ça paraît pas loin d'être un maximum selon moi. Oui, je voudrais quand même revenir sur une question qui me taraude. Quelle est l'urgence de mettre en place l'approche par compétences ? C'est tout de suite ? En combien de temps on le met ? Parce que j'imagine qu'il y a des écoles qui ont mis en place la démarche, qui sont opérationnelles, on va dire, dessus, et d'autres qui sont un petit peu en retard et qui doivent se lancer. Faut-il faire vite parce que c'est une demande de France Compétences ? Est-ce qu'il faut faire ce petit ripollinage de façade pour avoir cette approche de compétences ? Ou il faut faire cette révolution de fond où il y a une mobilisation des enseignants, un travail avec toute l'équipe administrative, parce que c'est quand même quelque part une belle révolution. Il y a une contrainte réglementaire pour les écoles d'ingénieurs qui est celle de la CTI, donc de la commission éthique d'ingénieurs, qui demande le passage en démarche compétences et qui, quand elle vient auditer les écoles, vérifie ce point-là. Et donc peut émettre un avis assez négatif si des choses ne sont pas mises en place. Donc il y a vraiment une contrainte réglementaire forte. Après, moi je pense que ça dépend vraiment de la culture de l'école, de sa taille aussi, parce que ça joue beaucoup, mais on n'est pas obligé de passer en démarche compétences en 3 mois. On peut prendre le temps de réfléchir, de faire rentrer les enseignants dans le dispositif, les étudiants, et puis de se faire accompagner. Ça, je pense que c'est essentiel. Alors moi, il y a une idée que je reprends de Jacques Tardif, que je trouve vraiment excellente, c'est de se dire qu'on est quelque part sur un continuum entre d'un côté la pédagogie qu'on qualifierait par objectif et de l'autre côté une approche compétence complètement intégrée. On est quelque part. Et puis l'idée, c'est de se décaler un petit peu progressivement, de ne pas faire de révolution. On fait une révolution si on a besoin, si on a un gros changement qui fait qu'on a tout à remettre à plat. Et là, c'est intéressant. Mais globalement, allons-y progressivement. Et donc, le premier pas, c'est définir le référentiel de compétences et puis d'évaluer en termes de compétences. Et puis, on y va progressivement. C'est vrai, quand on est sur des changements de culture, on ne peut pas se précipiter. On va être obligé de prendre du temps, de travailler avec les enseignants qui adhèrent dans un premier temps pour les emmener
aussi dans une démarche pour montrer la pédagogie de l'exemple, de montrer que ça fonctionne pas mal, et que c'est un intérêt à la fois pour les professeurs, pour les étudiants, et pour l'évaluation avec du sens des compétences qui auront un intérêt professionnel aussi. Voilà, l'heure tourne. On est arrivé au bout de cette heure de webinaire. Il y a encore d'autres questions. Alors, j'ai envie de vous dire, on va y répondre. Vous pouvez bien sûr écrire à la personne qui s'occupe de la plateforme, qui est Didier Bouvard. Son email, c'est didier.bouvard@unit.eu. C'est la personne qui est en charge de la ressource libre autour de la plateforme Approche par compétences qui est sur le site de la Fondation UNIT, unit.eu. Alors, avant de terminer, j'ai envie de faire un petit tour de table, conclusion, conseil pour ceux qui se lancent aujourd'hui dans l'approche par compétences. Monsieur Beyer, à vous. Moi, j'ai deux demandes. C'est si vous avez mis des choses en place, venez témoigner, parce qu'on a besoin de votre témoignage. Même si vous avez l'impression que ce n'est pas très abouti, peu importe, on viendra vous interviewer et ça servira à d'autres. Et puis, on a lancé aujourd'hui un webinaire sur le sujet. Si vous souhaitez qu'on creuse sur d'autres thématiques, n'hésitez pas à le faire savoir à Didier Bouvard. Et on se fera un plaisir d'essayer d'organiser d'autres webinaires. D'ailleurs, je vous remercie pour votre accueil aujourd'hui, parce que ça nous fait plaisir. Et je pense que ce webinaire servira à nos collègues. Monsieur Benhamed. Conclusion, l'approche par compétences, ça peut être très intéressant pour les universitaires. Je dirais pour moi, c'est le voyage qui prime par rapport à la destination. Encore faut-il être convaincant sur l'utilité et accompagner les universitaires. Accompagner, c'est votre métier aussi. Et c'est votre conseil de fin, ce serait quoi ? S'informer, se former et aussi partager les bonnes pratiques. Parce que je pense que c'est très important à travers des structures un peu méta pour justement pas recommencer tout le travail à chaque fois et s'inspirer des bonnes pratiques. Et on là-dessus, les ressources libres, c'est parfait. Monsieur Pigeonnat. J'ai peur de ne pas être très original. Je pense que l'accompagnement est essentiel dans ces démarches-là. Et donc, utiliser un cadre théorique, il en existe, qui permettent de faire en sorte qu'on ait une démarche compétence de qualité et qui ne soit pas une usine à gaz. Parce que très souvent, on voit des choses qui font des vraies usines à gaz, qui épuisent les équipes enseignantes. Et ça, il ne faut surtout pas, justement. Surtout en ces temps où les heures des enseignants-chercheurs sont comptées en ce moment. Et moi, je dois vous conseiller les sites internet ressources. Il y a bien sûr le site de référence pour l'information sur la formation, c'est Centre Info, centre-info.fr, sur la formation, l'apprentissage et l'orientation professionnelle. Et bien sûr, le site de la Fondation UNIT, unit.eu. Vous avez accès à toutes les ressources. Merci en tout cas à tous les quatre pour vos témoignages, vos expertises. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un autre webinaire sur des questions de formation. Au revoir. Au revoir.